podcast amoureux, l'émission qui donne envie d'aimer, animée par Nathalie Lefebvre. L'amour, l'amour, l'amour. Bonjour mes très chers auditeurs et bienvenue pour un nouvel épisode de notre émission phare, le podcast amoureux, une émission qui nous donne envie d'aimer, comme le dit ce jingle qui à chaque fois crée vraiment une ouverture, un émoi. Je suis ravie aujourd'hui de retrouver un invité qui me passionne. Je crois que je pourrais vraiment parler des heures avec lui. Il est le directeur de l'Institut européen de sophroanalyse. Bonjour Alain Bellon. Bonjour Nathalie, ravi d'être là. Alors je sais que pour un sujet comme l'amour, évidemment, tu es toujours au rendez-vous. Dans ta pratique de sophroanalyste, évidemment, la question de l'amour, elle est omniprésente, de l'amour de soi, de la rencontre avec soi. Voilà, j'avais envie de t'inviter sur le podcast amoureux pour que tu puisses nous aider. Parfois, c'est faire un petit peu un tri aussi entre nos amours peut-être conscients et ceux que l'on vit plus inconsciemment et qui nous poussent finalement à reproduire des schémas amoureux. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que c'est un amour qui est non conscient ? Oh là là. Vous avez 4 heures. Je dirais que déjà, derrière toute souffrance des gens, des personnes que j'ai pu accompagner, que ce soit en formation ou en cabinet, que j'ai pu croiser dans d'autres horizons que ceux de la sophroanalyse, la question de l'amour, elle est toujours présente. La question et la réponse, qui est la question, qui est l'amour. Et que derrière toute souffrance, il y a un appel à l'amour. Donc déjà, dans nos relations, nous rejouons forcément cette question fondamentale et cette envie d'aimer. Et ce désir d'amour, il est aussi puissant que la peur de l'amour. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons appris l'amour en tant que tout petit humain. Dès que nous arrivons au monde, dès que nous sommes même conçus, nous sommes conçus dans un lien. Et dans ce lien qui, idéalement, est un lien d'amour. De la conception d'un enfant. La conception d'un enfant est le fruit d'une énergie entre deux personnes censées s'aimer et qui vont faire un fruit qui est celui du fruit de l'amour. Et ensuite, nous sommes en relation avec qui ? Avec deux êtres, dont avant tout la maman, au départ, qui sont nos enseignants de ce qu'est l'amour. Et que donc, toutes ces expériences que nous allons vivre, sans trop les comprendre, sans les mentaliser, vont s'imprimer en nous. Toutes les relations que nous allons vivre avec nos parents vont venir nous donner le ton de l'amour, de ce que c'est l'amour. Et quand il y a une relation, par exemple, dysfonctionnelle, quand il y a une relation, voire maltraitante, l'amour subit l'empreinte de ce qui est dysfonctionnel. Alors, j'ai juste une question par rapport à ça, parce que justement sur les éducations dysfonctionnelles, ou en tout cas quand on a des parents qui n'ont pas forcément fait un travail de conscience aussi d'eux-mêmes, les choses évoluent. On est en 2019 aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une génération de parents, moi je pense aux miens aussi, qui finalement avançaient pas forcément avec tous ces sujets à portée de main, même s'ils étaient déjà évidemment existants depuis l'origine des temps. De toute façon, on parle de ces sujets de philosophie, de comment se questionner, comment mieux se comprendre, mais que c'est en train d'évoluer d'un point de vue générationnel. Les parents d'avant avaient peut-être l'excuse de ne pas avoir vraiment à portée de main tous ces sujets autour de comment on devient un bon parent, peut-être de la parentalité bienveillante positive. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu nous le diras, mais voilà, avant, il y avait une majorité de parents dysfonctionnels parce qu'il n'y avait pas tous ces outils finalement à dispo. Je dirais que oui et non. Heureusement, et il y a des magnifiques humains qui prennent leur courage à deux mains. Et leur courage dans le cœur pour aller voir ce qui en fait les empêche intérieurement de s'épanouir, parce que l'obstacle il est toujours intérieur. On pointe l'extérieur, même les parents, le passé, etc. Mais il y a un moment donné, c'est nous qui devons faire les choix. Nous ne sommes peut-être pas responsables de ce que nous avons vécu et certainement pas responsables de ce que nous avons vécu enfant. Il s'agit de retrouver cette innocence de l'enfant et en même temps de prendre notre responsabilité et donc de faire un travail de mise en lumière de ces obstacles à l'amour. Parce que c'est essentiellement ça, la quête, on va dire, d'une certaine
façon, la quête et le piège, et on y reviendra. Eh bien, mais quand tu écoutes les gens qui viennent dans les cabinets, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu te pinces et tu te dis, c'est là encore ça, là, cette souffrance, justement ces blessures, ces attaques d'adultes qui sont des parents, mais qui sont en fait des enfants. Parce que l'enfant est très présent dans l'adulte. C'est pas parce que j'ai 30 ans, 40 ans que ça y est, je suis un adulte. Un adulte, je dirais, c'est quelqu'un qui justement a fait un travail de conscience, qui a fait un travail un chemin pour justement aller réparer quelque part, aller guérir ses blessures d'enfance. Pourquoi ? Pas pour le plaisir d'aller gratter dans le passé. C'est pas ça, le passé il n'existe plus. Mais pour aller ne pas les faire peser sur les autres. Voilà, pour ne pas aller les projeter sur les autres. Et donc de toute façon, même si je projette sur les autres, à un moment donné, ça me revient un peu comme un boomerang. Okay ? Donc dès que je pointe justement dans la relation étant amoureuse, étant celle où rejaillit le plus justement nos manques et nos peurs, autant que nos désirs et nos envies. Cette relation amoureuse, elle est caractéristique. C'est comme un volcan qui explose et nous met là sous les yeux ce que l'on doit changer pour justement aller vers une relation plus harmonieuse avec l'autre. Mais dans un amour inconscient, en fait, on croit aimer l'autre, mais l'autre est comme la cible de projection, de désir et de manque qui nous ramène en fait à des choses qui sont très archaïques, à des schémas du passé dont nous avons appris à aimer, des fois dans le désamour, et parfois même ça remonte au transgénérationnel, et que ces schémas sont là et que nous ne le voyons pas, et que donc comme nous ne regardons pas en nous, eh bien on va pointer le doigt sur l'autre. Alors l'autre, tant qu'on est dans cette phase, on va dire, passionnelle, la phase de la rencontre, d'un seul coup il est tout. Comme dit Woody Allen, nous allons ne plus faire qu'un, moi. Ok, donc on croit d'un seul coup qu'un et un, ça va faire qu'un, mais non. Non, ça c'est une projection, la projection de l'idéalisation quelque part de ce qu'on recherchait avec qui maman et qui papa. Et oui, désolé, on en revient quand même à cela. Et que ce manque de lien vécu dans l'enfance, eh bien, on vient le compenser dans une recherche de fusion avec l'autre. Puis c'est vrai que dans le jargon romantique, et je le remarque beaucoup, souvent on a tendance à parler de l'autre, même dans les grands romans d'amour, comme sa moitié. Et donc il y a plein de termes comme ça qui laisseraient entendre qu'en effet on est juste une partie d'un monde, une partie d'un être, mais finalement qu'on a besoin d'aller trouver la partie manquante pour pouvoir se sentir plein. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ce que véhicule notamment cette littérature un peu romantique, qui est venue nous mettre ça en tête, l'air de rien? Oui, ça a cultivé le mythe que je ne suis pas complet. Or, justement, l'amour, au sens, je dirais, philosophique ou même spirituel du terme, dans cet amour-là, on ne manque de rien. Donc, dans cet amour conscient, je ne donne pas à l'autre le rôle de compenser ce dont je crois manquer. Et donc, l'autre va être celui à qui je donne cette partie de moi. Et à qui je ne demande pas de venir remplir mon vide. Et dans cette idée-là de « je suis incomplet, donc tu vas être ma moitié, ensemble on va ne faire former plus qu'un », il y a en fait derrière un bébé, un petit enfant, qui a manqué de cette fusion. Il y a dans l'amour une espèce de quête de retourner à un état extatique, à un état où justement rien ne manquait parce que nous étions enveloppés, étayés. Ça nous ramène aussi bien à une idée assez mythique du stade fœtal que de stade qu'on appelle celui de la fusion et de l'attachement. Donc c'est les 18 premiers mois où nous cherchons ce lien sécurisant et enveloppant avec la mère. Et que l'enfant est une éponge et l'enfant n'a pas de frontières et donc il ressent tout. Oui, puisqu'il est un prolongement dans cette étape psychique pour lui, jusqu'à comprendre qu'il est
un être à part entière. C'est ça. Là, il est pas un être. Le petit bébé et sa maman qui est le bébé, dit Winnicott. Ok, donc il y a cette idée-là qui va se reprojeter, qui est bien avant l'Oedipe, c'est bien avant l'Oedipe, qui va se prolonger dans le besoin finalement de n'être plus qu'un avec l'autre. Or, ça, c'est une idéalisation. Et en plus, on demande à l'autre, à mon amoureux, mon homme, ma femme, mon fiancé, même parfois des amis, de venir me compléter. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi que je laisse en friche et que j'attends que ce soit à l'autre, je donne le pouvoir à l'autre de venir me planter des fleurs. Or, c'est à moi de planter les fleurs. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui, on va dire dans une version plus spirituelle, c'est quelque chose où c'est un sentiment qui ne va pas tenir lieu de, justement, comble mes manques. On n'est pas dans un attachement qui confine à la codépendance, mais au contraire, dans une union de deux êtres qui ont grandi, dont le petit enfant s'est apaisé de ces blessures, justement, de ces blessures d'amour, parce que toutes les blessures sont relationnelles. Quelle qu'elle soit à peu près le schéma, on en revient toujours là. C'est des blessures d'amour. Et donc, je vais aller projeter mes manques dans l'autre. Donc, dans la version, au début, passionnelle, du début, tout va bien. Oui, puis presque ça rassure en fait. L'autre a besoin de moi, donc j'ai un rôle à jouer. Et voilà, et ça crée un rapport dès le départ de codépendance. Eh oui, et de codépendance dans lequel, au départ, je vais chercher cette sécurité justement dont mon petit enfant, mon petit bébé intérieur a besoin. Parce que c'est ça, il y a une confusion pour l'enfant au début entre la satisfaction de mes besoins, genre être tenu dans les bras, être nourri, la sécurité, qui va au final se résumer par un mot qui synthétise, on va dire, cette satisfaction et cette sécurité qui est l'amour. Donc l'autre, plus tard, va devoir satisfaire mes besoins et m'assurer la sécurité. Donc là, on est dans un rapport où finalement vont se rejouer des choses qui n'ont rien à voir avec deux adultes qui s'aiment. Et donc, du coup, effectivement, l'amour devient une projection idéalisante, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ce côté très narcissique de l'amour se heurte finalement à ce qu'on est aussi revenu jouer dans la relation. C'est-à-dire que l'amour a un opposé, qui est la haine. Et cette haine, elle va venir se mettre dans des conflits. Dès lors que tu ne satisfais pas mes attentes, alors je vais tourner le doigt vers toi, puisque tu ne viens pas combler mon besoin. Donc l'idée, là, c'est d'aller retourner en soi pour réintégrer cette partie-là dont je crois manquer, aller voir cet enfant qui a pu être blessé dans l'amour, pour aller guérir, en tout cas réparer, comprendre, écouter, voir se pardonner l'idée qu'on ait pu être indigne d'amour, qu'on ait pu à un moment donné devoir changer et m'adapter aux besoins de l'autre, parce que ça nourrit des sacrées codépendances dans les couples, pour pouvoir enfin réunir en soi ces deux parties, ces deux parties qui nous ramènent au père, à la mère, au masculin, au féminin, de manière à être disponible à une relation, à une véritable relation. Pas une relation où je te demande de répondre à des besoins auxquels moi-même je ne réponds pas. Et puis peut-être défaire aussi tous ces amalgames qu'on a pu ancrer inconsciemment dans l'enfance, à savoir, puisque, et ça on en a parlé souvent ensemble, si mon père me bat, c'est peut-être une manière qu'il a de m'aimer, donc exactement. Nous on continue à reproduire ce schéma en peut-être battant la femme ou l'homme avec qui on est, parce que justement on a juste engrammé que c'était ça la manière d'aimer finalement. C'est ça, exactement. Donc ça c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous couvert d'amour font passer des tonnes de choses, enfin on pourrait tout dire. C'est clair. Par amour, j'ai été mettre une bombe dans tel endroit pour l'amour de Dieu. Je veux dire, c'est quand même un sujet aujourd'hui à notre époque. Ça devient, l'amour va devenir finalement une espèce d'amalgame dans lequel on va mettre toutes nos pulsions, un fourre-tout de nos pulsions et de nos insatisfactions et de nos frustrations et de nos reproductions. Parce que tant que tu vois pas justement ces aspects inconscients, ils viennent te chercher. Et ils viennent te chercher justement dans la relation aux hommes ou aux femmes.
Ah, c'est toujours la même chose. Les hommes ceci, les hommes cela. Et finalement, en plus, il y a un autre paradoxe que je trouve assez énorme dans les relations que j'ai pu vivre moi-même, il y a quand même quelques années, qui était que quand on a vécu des manques d'amour, on a d'un côté un besoin phénoménal d'aimer, même si on le nie. Même si on met ça ailleurs, dans l'argent, dans la réussite, etc., qui sont que des travers, en fait, des chemins de traverse pour retrouver cette reconnaissance, pour refaire ce lien, pour redevenir quelqu'un. Okay. Il y a donc un besoin phénoménal d'amour et de l'autre côté, une peur de l'amour. Parce que si l'amour, cette idée d'amour, me ramène à une angoisse très archaïque, qui est celle de l'angoisse de la perte, l'angoisse de la séparation, qui est à l'origine même de l'homme, de l'humain, qui sort en naissant, qui est séparé de la mère. Et si tu vas plus loin, d'un point de vue spirituel, l'âme s'incarnant, si cela parle aux auditeurs, moi je n'impose rien. Oui, ça reste des croyances. Si l'âme se séparant de sa source, de Dieu, de ce que vous voulez, eh bien vit déjà une forme de castration. Elle est incarnée dans le corps, elle est limitée, elle est séparée. Là, elle trouve un état fusionnel et d'un seul coup, paf, elle est séparée. Donc la vie elle-même est séparation. Et ensuite, je vais vivre la relation avec maman. Et je vais vivre des frustrations, je vais vivre des castrations, des séparations. Et je vais le revivre encore avec des membres de ma famille, mais aussi avec des amis, avec des copains, etc. Et donc, que l'amour rime avec séparation. Je repense à cette personne que j'accompagne et qui s'est rendue compte qu'en fait, dès qu'elle aimait, en fait, elle se croyait enfant, obligée de choisir entre deux, donc de faire une sorte de sacrifice, et qu'en plus, quand elle était finalement posée en sécurité dans l'amour avec un membre de sa famille, paf, il fallait qu'elle le quitte, les événements de la vie, il fallait qu'elle le quitte pour aller en voir un autre. Donc l'amour, en fait, sa croyance était celle dont elle s'est rendue compte, celle de ta petite fille intérieure, c'est que si j'aime, je souffre, et je fais souffrir. Eh bien, dans sa vie d'adulte, de femme adulte, il y avait en elle une forme d'interdiction, une forme de peur à reproduire toute cette souffrance qu'elle avait emmagasinée quand elle se laissait aimer quelqu'un. Donc il y a le véritable finalement opposition se trouve entre l'amour et la peur. C'est ça, mais en t'écoutant, j'avais vraiment la vision des séparations amoureuses où quand l'autre peut un moment, alors qu'en fait ça peut être juste très sain de dire chacun reprend son chemin, parce que là, avant peut-être qu'on s'abîme, ou tout simplement parce que là on sent qu'on va plus dans la même direction, on a besoin de se réajuster. La séparation a du bon, et d'ailleurs quitte à, pourquoi pas, si la vie le veut, retrouver cette personne plus tard. Mais il y a un truc dans la séparation amoureuse déjà qui effraie la majorité d'entre nous, et je peux m'inclure dedans, et quelque chose qui peut vriller, tu sais, quand t'es face à la personne que t'aimes, puis qu'elle te dit bon bah voilà, je crois que c'est terminé, je vais reprendre mon chemin. Et là, ce truc en nous de survie, de mais non, et cette supplication qui peut arriver, qu'on a, je pense, et ça parlera peut-être aux auditeurs, qu'on a pu connaître dans notre vie. Alors évidemment, plus on travaille sur soi, moins on est touché par ce truc en nous tout d'un coup qui se déchire en fait. Mais voilà, j'imagine que y a sûrement une explication psychique à ça. Ça parle encore de cette peur. Parce que l'enfant séparé de sa mère, de son père, il est seul au monde. Il meurt. Une séparation amoureuse réouvre les plaies de deuil beaucoup plus anciens qui n'ont rien à voir avec la relation amoureuse, mais qui en fait sont complètement imbriqués. Donc ça rouvre un espèce de gouffre de solitude. Et il y a un psychanalyste italien qui disait qu'en gros, la séparation, elle t'ouvre à la mort. La séparation amoureuse ouvre une faille qui te fait toucher à la mort, au vide où je ne suis plus rien. Parce que justement, j'ai idéalisé l'autre comme étant quelque part aussi ma solution. Que je suis enfin quelqu'un parce que je suis aimé, ou que j'aime quelqu'un, que d'un seul coup cette notion de sécurité revient. Or, si je fais ce chemin d'aller réparer justement les blessures de cet enfant et de replacer, de réintégrer cette sécurité en moi, alors je vis un amour dans lequel je ne dépends pas
finalement de la personne que j'aime. Je peux l'aimer telle qu'elle est, je peux l'aimer telle que je suis et vivre cette expérience que nous partageons dans le chaque jour ou dans la configuration dans laquelle ce couple se fait, se forme, vit, évolue, mais sans qu'il y ait une espèce de chose qui sans toi je ne suis plus rien. S'il y a ça, c'est que justement c'est signe qu'il faut aller voir en soi. Je dirais que l'autre apporte la cerise sur le gâteau. C'est ça l'histoire. C'est pas de faire en sorte d'aller demander à l'autre de remplir ton verre qui est vide. Sinon, qui aime dans ces cas-là? Si je ne peux m'aimer que si je suis aimé, alors est-ce que je peux vraiment donner de l'amour? Et quand dans ton livre tu en parles aussi, je veux dire que cette histoire de si je ne m'aime pas, comment je peux demander à quelqu'un de faire quelque chose que je ne peux pas moi-même faire? Donc il y a une culpabilité énorme derrière le désir d'amour qui est que l'autre comble. C'est pas tant que j'aime, c'est que je veux combler quelque chose en moi qui va me faire enfin me sentir vivant, vivante, aimé, désirable, etc. Et que que l'amour de la relation devient une solution. Mais là, ce n'est pas la relation qui est la solution. C'est chacun de nous qui a la solution. Complètement. J'aime bien l'idée de la cerise. Du coup, en fait, on oublie que l'autre est un peu le glaçage parce que c'est nous-mêmes le glaçage et on garde juste la cerise. En effet, non, mais c'est très important et je pense que c'est, encore une fois, à notre époque, aujourd'hui, beaucoup transmis. L'idée du self-love, de l'amour de soi, de la rencontre avec soi. Voilà, vraiment l'importance, à un moment donné, comme tu dis, de porter un échantillon sur soi de ce qu'on a à vendre quelque part. C'est comme je dis aux gens, si vous voulez pareil pour le business, pour tout, si vous n'êtes pas congruent, en fait, il y a quelque chose qui va pas fonctionner. Et c'est comme une forme de sincérité. Moi qui suis très spirituelle comme toi, je crois que c'est aussi être sincère avec la vie que d'avancer en se posant les bonnes questions, en se réajustant, en étant OK à des moments de vivre justement ces séparations-là pour se dire OK, je vais en sortir grandi, tous autant que l'on a évidemment. On a eu des moments de souffrance, mais c'est parce que simplement on n'avait pas de conscience aussi de ce qui se jouait. C'est ça. Et c'est ce que tu offres, c'est de dire aux gens qui sont sans cesse dans des schémas répétitifs, de dire en fait il y a une solution les gars, vous n'êtes pas obligés de continuer à tourner comme un hamster dans sa roue, en fait moi je peux vous montrer le chemin. Voilà, va voir, en tout cas moi je peux juste poser des questions et faire respirer pour que la personne... Toi tu mets des flèches pour sortir de la roue. Voilà, je dis pas aux hommes et aux femmes voilà quelle est la solution. Bien sûr. En fait on crée des conditions pour que les personnes puissent trouver en elles à la fois les obstacles et aussi les ressources pour dépasser ces obstacles. Et ensuite justement de retrouver en soi cet équilibre, cet amour de soi, mais que l'amour de soi ne soit pas non plus une fuite de l'autre. Parce que ça, c'est le piège. Bien sûr. Okay, c'est finalement, moi, je dépends de personne, etc. Mais ça, c'est aussi des coupures. On voit ça, je n'ai besoin de personne, je réponds moi-même à mes besoins, etc. Là, il y a beaucoup de pièges là-dedans. Non, puis même cette espèce de terme de monogamie, tu sais, moi, la première fois quand j'ai commencé à écrire ce livre, on m'avait envoyé l'article d'une Italienne qui avait décidé de s'épouser avec elle-même, mais vraiment, c'est-à-dire que déjà, en plus, elle s'est acheté une robe de mariée, puis elle a dit, moi, à 40 ans, de toute façon, je m'étais promis à moi-même, si je suis pas mariée, il faut que je trouve une solution. Donc, elle s'est épousée. Mais en fait, dans sa démarche, c'était l'exact contraire de ce que, en tout cas, moi, je voulais transmettre. Déjà, le mariage, pour moi, est une métaphore. Ça parle d'alliance, ça parle de comment tu peux décider, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin de tes jours, d'être auprès de toi-même. Et dans le pire, c'est justement là aussi que c'est vraiment profondément utile. Mais en effet, comme tu dis, ça peut être une sacrée fuite, tout comme la spiritualité peut être une grande planque, et on en a déjà parlé aussi. Ouais. C'est clair. Voilà, c'est sûr. Et donc, parce que du coup, cette idée de je m'épouse avec moi-même, en gros, ça peut renvoyer à un petit enfant qui croit que, en fait, comme il peut pas compter sur les adultes, notamment sur papa et maman, il doit s'en sortir tout seul. Donc, or, il s'en est pas sorti seul, parce que sinon il serait pas là déjà. Mais au-delà de ça, il y a cette idée que quelque part, aimer demande à être autonome. Et que cette autonomie-là, elle est justement le gage d'un amour un petit peu allégé de toutes les projections, les transferts qu'on met sur l'autre. Et au-delà, et tu parlais de spiritualité, c'est à la fois une source d'inspiration phénoménale et à la fois un piège. La source d'inspiration, c'est que, effectivement,
il peut y avoir, que ce soit une expérience, parce qu'au départ c'est un concept, mais quand c'est une expérience ressentie dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, alors ça ouvre des portes immenses, c'est que l'amour n'oublie personne. C'est qu'il y a une espèce d'énergie absolument phénoménale qui existe, on va dire, sur Terre, dans le cosmos, partout, qui est la source même de la vie. Que tu mettes le nom de la source, que tu mettes le nom de Dieu dessus, du divin, etc. Ça t'appartient d'une certaine façon. Mais je crois fondamentalement, pour le sentir à cette énergie d'amour-là. Eh bien, en fait, ce que nous aurions à faire, c'est simplement faire un travail, un chemin qui nous permet de lever les obstacles pour sentir que ça ne pas nous descendre du ciel, mais pour sentir que cette source-là qui est en nous peut prendre sa place. Et l'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir progressivement à l'amour. Cet amour qui vient autant de l'intérieur qu'il est une douche de lumière. Et que cela passe forcément par un chemin intérieur profond, d'aller voir justement ce qui empêche, les empêchements de l'amour. Ils sont en nous. Ils sont pas dehors. C'est pas Pierre-Paul Jacques ou Monique, Sylvie, Martine qui sont les obstacles à l'amour parce qu'ils ont rien compris, parce qu'ils sont trop cons. Tu vois? Parce que ma maman s'appelle Martine. Il est devin, celui-là. Voilà. Non, mais maman, je t'embrasse, hein, t'inquiète. Je m'en sors bien maintenant. Bonjour Martine. Merci d'avoir fait Nathalie. Ces chemins, c'est à nous de le faire. Ne comptons pas sur l'autre pour pouvoir lever en nous les obstacles. Il peut être une super épaule, il n'y a rien de mieux, disons, que deux personnes qui vont cheminer ensemble. Mais quel que soit ce que l'autre me renvoie, eh bien c'est à moi d'aller à l'intérieur de mon cœur, voir ce dont parle cette relation. Et c'est une relation à moi-même. Et levant ces obstacles, je peux d'un seul coup m'ouvrir à une conscience qui, elle, est illimitée. Mais si je fais le chemin je vais aller me percher dans la conscience illimitée, dans l'amour, dans la recherche de ma flamme jumelle, dans la recherche de trucs qui sont très conceptuels, c'est-à-dire que je peux mettre là-haut un machin qui est sur l'Everest, donc je ne connais pas, et que c'est tellement haut que si j'attends ma flamme jumelle pour aimer, je peux attendre longtemps, hein. Mais surtout qu'elle... Ok, c'est-à-dire que je peux attendre très très longtemps, c'est un super moyen de se planquer. Ouais. Et en fait, cette flamme, elle est avant tout en toi, quoi. Cette flamme d'amour, elle est en toi. Donc, ce qui empêche ce feu ardent, à la fois lumineux et à la fois genre liquide, parce que c'est comme une source de vie, de vitalité, voilà. Eh bien, allons voir ce qui bloque. Ce qui empêche, et c'est souvent des peurs, et des peurs d'enfants, mais des croyances qui sont devenues des certitudes, des choses sur lesquelles nous sommes identifiés. Et des fois, c'est rien. Des fois, je me souviens de cette personne qui me disait « Ah, c'est ça, c'est cette toute petite croyance. » Et oui, c'est comme un tout petit grain de sable, mais qui empêche d'occuper ta place et de sentir dans ce que tu es là maintenant que c'est OK. Et que tu es aimable, tu es digne d'amour, là, tel que tu es. Alors après, il ne s'agit pas que ça vienne justifier, entre guillemets, des comportements de CON, etc. Voilà, c'est pas ça. Mais de dire, à un moment donné, oui, je suis légitime à l'amour. Parce que là, pour le coup, tout le monde est légitime à l'amour. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc tout le monde, chers auditeurs. Voilà, tous ceux qui nous écoutent et ceux au-delà, et encore plus ceux qui se croiraient indignes d'amour, et encore plus ceux qu'on désignerait comme des êtres pas aimants, voilà, les pires tortionnaires, etc. Oui, il y a derrière chaque personne, et surtout en souffrance, des personnes qui appellent à l'amour. Et bien cet amour-là, il est en nous. J'aime bien cette citation qui dit un reproche, c'est une demande d'amour non formulée. Oui. Voilà, et je trouve ça assez joli de se dire qu'en effet, voilà, parfois on a eu un jeu de cartes au départ qui nous a mis quelques bâtons dans les roues, mais comme tu dis, c'est jamais une fatalité, et on peut évidemment commencer à regarder avec conscience ce qui se joue à l'intérieur de nous, et ça nous fait profondément évoluer, et ça c'est positif pour nous, pour les autres, pour cette humanité. C'est important que chacun se mette en chemin. D'ailleurs, on peut évidemment se mettre en chemin en te retrouvant, toi mon cher Alain, au sein de l'Institut européen
européen de sophronisme. Vous proposez des formations certifiantes passionnantes. Voilà, c'est vraiment pour moi une pratique que je trouve complète, globale. Voilà, Merci. donc on a toutes les infos sur le site qui est www.sophro-duo.analyse.eu. Quelques dates importantes à noter. Donc le week-end découverte qui aura lieu les 26 et 27 octobre prochains. La formation donc certifiante pour devenir sophro-analyste le 22 novembre à Paris et le 13 décembre à Aix. Voilà. Et magnifique. Un chemin qui est à la fois très formateur sur un plan professionnel, mais surtout transformateur sur un plan personnel, parce que l'un va avec l'autre. Oui. On ne peut pas accompagner les gens sur leur chemin si on n'a pas fait soi-même la route. Merci Alain d'être un homme aussi passionnant, qui nous nourrit autant. Merci Vraiment, Nathalie. merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci pour ton écoute et puis ton invitation. Et merci à tous les auditeurs et pour leur écoute et leur fidélité. À bientôt. Belle journée à tous. Le podcast amoureux, l'émission qui donne envie d'aimer, animée par Nathalie Lefebvre. L'amour, l'amour, l'amour.